Bon, est-ce que c'était aussi plate au QG du Canadien que ça l'était devant TV? Quel non-événement. C'était spectaculaire d'ennui. Et ça, c'est un paradoxe. Ouais, non, mais c'est d'autant plus comme... Oui, tous ceux qui pensaient, parce que Jack saura me corriger si je me trompe, mais la prémisse de ça, c'était d'essayer de ressembler à ce que la NFL fait, là, un peu. C'est mission ratée, je dirais. On n'était pas exactement dans le même genre de show. Et moi, je trouve ça particulièrement dommage. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse. On aime ça se retrouver au repêchage dans une ville où tout le monde est là, les agents, les joueurs, les familles, les dirigeants, les coachs, les partisans, tous les journalistes. Il y a une mine d'or d'informations. Donc, c'est le fun, mais ça travaille très bien aussi. C'était un événement que la Ligue nationale réussissait très bien. Ça fait 1 an qu'on dit que c'était ridicule de changer une formule qui distinguait la Ligue nationale des autres ligues. Tout à fait. Tout le monde était heureux d'aller au repêchage. Pour des économies de bout de chandelle, on s'entend. Il y a 26 visionnaires qui ont voté pour ce qu'on a vu ce soir. C'était pitoyable. Mais moi, j'étais sous l'impression que c'était déjà décidé avant qu'on allait retourner à la formule originale. Sauf que là, on a eu la démonstration ultime que non seulement c'est une mauvaise idée, mais ils ne sont pas capables de faire. Ils sont pas capables de faire ça. Là. Non, ils sont pas c'est hors de leur champ de compétences. C'était d'un ennui mortel et extrêmement long. Gary Bettman avait l'air d'un animateur de quiz. Mais de télé communautaire. Puis honnêtement, télé communautaire, je trouve ça chiant pour la télé communautaire. Il y a des gens sérieux qui font la Oui, puis il y en a qui faisaient des bonnes émissions à l'époque. Ils ne se classaient pas dans cette catégorie-là. Là. C'est plus comme de cégepien qui commence, puis qui n'est pas particulièrement talentueux. Mais rassurez-vous, les gars, c'est fini. Oui. Ouf. Et là, c'est un de nos épisodes de fin de soirée. Oui. Late night. Est-ce que c'est un tellement hockey réactif? Non? Oui, bonne question. Je pense. Ben oui, parce que généralement, on enregistre le vendredi matin. Ce qui aurait été stupide de notre part. À 3 heures. Quoique, non, c'est pas vrai. Toutes les versions qu'il aurait fallu enregistrer pour arriver avec le bon résultat. Non, on fait comme d'habitude. C'est parce que le repêchage, c'est dans 8 heures. Donc, c'est un hybride, je dirais. Un hybride entre le réactif et l'épisode normal. Ce sont parmi mes préférés, nos late night. Oui, on en fait un, généralement, c'est ça. On rigole toujours plus. Yann, on est fatigué. C'est ça. On est fatigué. Il était en plein milieu de la nuit. Bon sang, on n'est pas des machines. Mais c'est ça. On va essayer de faire le contraire de ce qu'on a vu à la télé aujourd'hui. Et d'être bon. C'est ça. OK. Le divorce et le mariage de Noah Dobson. Déjà, ça part fort. Déjà, là. Ça, là. Épisode 3. Un repêchage sans éclat, c'est le cas de le dire, et la convention de la joie, c'est tellement hockey, épisode 419. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonne nuit, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Alexandre Coupal. Alors, bon sang de bon sang. Quelle journée, quelle dernière 36 heures. Ça a commencé quand, les échos, les rumeurs? Une trentaine d'heures. Ça a commencé jeudi soir. Jeudi après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. 5-6 heures le soir. Et pour finalement culminer à Lugansk-Dor, ça c'était bon. Mais il y a du swag, Lugansk. Non, mais pour vrai, moi, on faisait un petit événement sur YouTube. C'est la 4e saison où est-ce qu'on... Ah oui, pauvre toi. Ça devait être particulièrement pénible. Oui, moi, mon travail, c'était de réagir à ça. Ah, pauvre toi. J'ai pas pensé... À travers tout ça, j'ai pas pensé à toi. C'était pas évident. C'est pas grave, mais je disais, je peux pas croire qu'ils attendent la 16e sélection du Canadien pour confirmer.
Parce que, corrigez-moi, là. C'est un secret mal gardé. Non, est-ce qu'on a déjà vu une affaire de même? Une nouvelle, on avait tous les détails, là, les modalités du contrat, ici, ça, tout est connu, mais c'est pas confirmé. Il me semble que de mémoire, je me rappelle pas. On a souvent vu Gary Bettman annoncer ça avant que la séance commence. Oui. On a une transaction. Dès que ça se faisait. Oui. Mais dans le cas comme aujourd'hui, la transaction a eu lieu en milieu d'après-midi. Bing, bang, on l'officialise, puis le repêchage est dans 6 heures, là. On va être rendu à autre chose. Mais non, on avait booké Lugans. On ne voulait pas débooker Lugans. On voulait le voir peser sur le piton. C'est correct, c'est correct. Mais reste que ça, c'est comme ça que ça s'est terminé, que ça a été finalement officiel. Ken Hughes a dit que la transaction, que quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, la transaction n'était pas faite. C'était pas complété. Okay. Mais quand, il était 2 heures de l'après-midi. C'est ça, mais mettons à 4 heures, ça devait être réglé à ce moment-là. On savait tout, c'est ça. Oui, mais c'est sorti avant que l'échange soit bouclé. Là. C'est peut-être sorti un peu rapidement. Sauf que, comme tu dis, il y avait une marge de manœuvre après pour boucler le truc. Alors, messieurs, que penser? Que penser? C'est un coup fumant, cette transaction-là. C'est un vol de grand chemin, Martin, dirais-tu? C'est l'équipe la plus améliorée, le Canadien, suite à cette transaction-là, à mon sens. Et ça fait du Canadien une équipe qui va miser sur 2 des meilleurs distributeurs de rondelles de la Ligue nationale dans sa brigade défensive. Là, ça n'est pas rien. J'en reviens pas que le Canadien ait eu à payer seulement un choix, une 16e puis une 17e sélection et Emil Heinemann en retour de Noah Dobson. Je pense que le Canadien était très, très à l'aise de lui accorder le contrat qu'on lui a donné, 76 millions pour 8 ans. Il y a la saison, pas la saison dernière, la saison précédente, en 2023-2024, 70 points, 35 passes décisives sur ces 70 points-là. Et cette saison-là, il y avait 58 points après 54 matchs. Il se dirigeait vers une saison facile de 80 points. Chose que... Oh, pas là. Martin, ça va? Oh, non. Martin a joué à balle, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou récemment. C'est correct. Okay. Hey, c'est vraiment... Wow, un claquage en parlant. Ça veut dire que je m'en viens vieux pour vrai. Alors... C'est l'excitation, pas l'effort physique. C'est l'excitation que tu faisais. Là. Mais c'est ça, Dobson, cette saison-là, en 2023-2024, s'en allait vers une saison de 80 points. Dans les 20 dernières années, il y a juste une poignée de défenseurs qui ont réussi à faire ça. Il y a Erik Karlsson, Roman Josi, Cale Makar, Quinn Hughes, Victor Hedman, Zach Werenski, Brent Burns, Evan Bouchard, Niklas Lidstrom. Il est arrivé quelque chose cette saison-là. Au mois de février, les Islanders jouaient un match en plein air contre les Rangers au stade des Mets de New York. Et Dobson avait 3 passes dans ce match-là. C'était une des étoiles du match. Et quand la prolongation a commencé, le pointage était 5-5 dans la prolongation. Et dès le début... C'est-tu la gaffe, la passe à Panarin? Oui. Dès la mise au jeu initiale, Dobson avait la rondelle en territoire défensif. Il a tenté une passe soulevée, un peu nonchalante, que Artemi Panarin a interceptée, puis il a marqué tout de suite après 10 secondes en prolongation. Et après, il s'est passé quelque chose, visiblement, parce qu'après ça, Dobson n'a pas été le même joueur. Il a récolté seulement 12 points dans les 25 derniers matchs de la saison. Il y a eu un différentiel de moins 6, alors qu'il était plus 20 auparavant. Mais si ça ne s'était pas arrivé, on ne sait pas s'il est arrivé quelque chose à l'interne après cet incident-là, mais ça a comme brisé quelque chose. Et cette saison, sa production a diminué beaucoup. Il a eu 39 points seulement, mais il a été blessé. Il a joué blessé une partie de la saison. Et il a raté quelque chose comme 11 matchs. 11 matchs, oui. Mais depuis 4 ans, c'est un gars qui est dans le top 10 offensivement des défenseurs de la Ligue nationale. C'est un gars qui arrive à son apogée. Il a 25 ans. Il est droitier. Il mesure 6 pieds 4. C'est le genre de gars qui a dépensé, je pense, 40 000 pour s'installer une glace artificielle dans sa cour arrière à l'île du Prince-Édouard. Il tire 20 000 rondelles par été
pour améliorer son... C'est un excessif. Non. C'est un gars qui prend ça au sérieux. Là. Il a amélioré son tir considérablement au cours des dernières années. Il est devenu une menace offensive incroyable. Alors, d'avoir lui et d'avoir Lane Hudson et peut-être encore... Oui, parce qu'on n'a pas donné David Reinbacher. Mike Matheson, et ça, la rondelle, Madison, la rondelle, elle va se promener. Là. Alors, c'est une addition. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est un joueur. C'est un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue nationale que le Canadien vient d'aller chercher pour pas grand-chose, à mon sens. Ben, on verra ce que le 16e et la 17e sélection donneront à Mathieu Darche, là, mais ça va prendre... Habituellement, un 16e, 17e sélection, ça prend du temps, ça prend quelques années avant de les développer. Puis là, il faut que le projet arrive un peu là, chez le Canadien. Fait que c'est un grand pas en avant. Moi, je m'imaginais pas qu'on pourrait aller chercher une pièce comme ça pour ajouter à l'alignement. C'est vraiment... Il faut lever notre chapeau à Kent Hughes et à Jeff Gorton. Ou à tout le moins, aller chercher une pièce comme ça sans rien perdre. Là. Heinemann. Non, mais je veux dire... Dans ton alignement. Tu sais, on se textait, Alex et moi, en début de journée, puis on se demandait un peu... moi, j'étais prêt à aller loin, là. J'étais prêt à donner beaucoup, là. Tu as évoqué le nom. Non, dis-le pas. OK. Non, mais moi, je pensais que, mettons, Reinbacher, c'était comme... Ça, c'est moi qui t'ai dit ça. Non, mais t'avais raison. Moi, je pensais que c'était les deux choix de premier tour et Reinbacher sur la table. Et si ça avait été ça, la transaction, on aurait fait, bon, ouais. Pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose, puis c'est bon, parce que Dobson est en avance... sur Reinbacher, puis on avance. Mais là, non. Reinbacher est toujours dans l'organisation du Canadien. On s'entend, offensivement, les chiffres que produit Dobson, je ne pense pas que Reinbacher va jamais produire ça. Là. Non, c'est pas le rôle qu'on attend non. De sa part non plus. C'est ça. Mais tu sais, offensivement, il a produit beaucoup. Bon, il y a 4 années de suite de 10 buts ou plus. C'est lui qui animait l'avantage numérique des Highlanders de New York. Ce ne sera plus le cas à Montréal. Peut-être que ses chiffres offensifs vont en souffrir un peu, mais ça, c'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui peut amasser 65, 66, 70 points dans une saison en défense. Tu n'en as pas 2 de ça, sauf cas extrême. C'est pas possible. Il manque de temps de glace, il manque de temps de jeu en supériorité numérique. C'est juste pas possible. Il était le quart arrière de cette unité-là qui n'était pas très performante. Dobson, c'est un super coup. C'est vraiment un bon défenseur. Il y a quelques... je ne sais pas si on peut dire lacune, mais ce n'est pas un défenseur parfait. Puis là, on parle offensivement. Mais même s'il en souffre du fait de ne plus jouer autant en avantage numérique, je regardais sa distribution de rondelles à égalité, à 5 contre 5. Et puis, il est dans l'élite là, pour les 3 saisons. Disons qu'on fait abstraction de la saison dernière, que Kent Hughes a qualifié d'anomalie tantôt quand on lui a parlé. Ils ont fait leur devoir, on n'est pas du tout inquiet de ça. Quand même amassé 39 points en 71 matchs, là, ce qui est un rythme de 45-46 environ, dans une saison où rien n'allait pour les Highlanders. Puis, il y avait conflit entre Dobson et l'équipe en général, je pense, ou en tout cas, ce n'était pas la plus belle entente, mais malgré tout, à 5 contre 5, disons, on fait abstraction de cette saison-là. Dans les 3 saisons précédentes, à 22, 23, 24 ans, Dobson est 5e pour le nombre de passes décisives, parce que, on avait évoqué ça. Oui. Je me rappelle que tu m'avais dit, il me semble que son rendement était très élevé à ce niveau-là. Puis on rappelle la difficulté de fournir ce talent-là qui est particulièrement rare dans la Ligue nationale, d'être en mesure de fournir des passes décisives. C'est le 5e défenseur de toute la Ligue nationale en termes de nombre de passes décisives réussies dans les saisons de 2022 à 2024. Là, okay? Il y en a 40. Et devant lui, c'est Roman Josi, Erik Karlsson, Josh Morrissey et Morgan Riley, tout simplement. Donc, sa contribution à 5 contre 5 a été très importante aussi par le passé et pas si mauvaise que ça cette année. Là où on va souhaiter voir une amélioration, c'est certainement dans son jeu défensif. Oui, il mesure 6 pieds 4, un peu plus de 200 livres. Ce n'est pas un défenseur physique du tout. C'est pas un gars qui distribue des mises en échec, mais ça reste qu'il n'est pas facile à tasser, on s'entend. Là. C'est plus un gars qui défend par la qualité de son agilité sur patin, son intelligence du jeu, sa lecture du jeu, son bâton, j'ai juste le mot en anglais, mais son reach, là, sa portée. Il est tard. Sa portée, et donc c'est comme ça qu'il fait. Il y a encore quelques lacunes à ce niveau-là. C'est pas parfait, mais un défenseur continue de s'améliorer à ce chapitre, souvent jusqu'à l'orée de la trentaine. Fin de la vingtaine, début de trentaine. Fin de la vingtaine, début de trentaine. Alors,
on ne l'appellera pas un projet, on s'entend, mais il y a à projeter. Ouais, il y a des trucs qu'on peut projeter. Il a bloqué 623 tirs dans les 4 dernières saisons. Ça le place dans les 30 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Puis chez les Canadiens, chez les défenseurs qui portaient les couleurs du Canadien la saison dernière, il y en a juste un qui a bloqué plus de tirs dans les 4 dernières saisons que Noah Dobson, c'est David Savard. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est pas un gars physique là, qui va laminer des gars présence après présence, mais c'est quand même un gros gaillard qui se déplace. C'est un gars difficile à laminer aussi oui. Pour les mais attaquants ça se peut que son rôle change un peu parce que ça sera plus lui le corps arrière en avantage numérique et probablement qu'on va vouloir lui donner certaines, tu as évoqué David Savard, on va vouloir lui donner certaines des minutes de David Savard et même qu'il prenne du temps en désavantage, ce qu'il a peu fait. Là. C'était pas un régulier en désavantage. Et on va pouvoir lui donner la deuxième unité, là, parce que c'est quand même un gars qui est capable de la faire. En avantage numérique, oui. C'est sûr, oui. Si Lane Hudson joue 1 minute 30 à chaque fois. Et il n'y a rien qui garantit. Lane Hudson, c'est bon de lui concéder ce travail-là, là, de corps arrière, il l'a mérité, mais il faut tenir compte que avec son gabarit, tout ça, ça peut arriver aussi au cours de sa carrière, qu'il soit blessé ou qu'il ne soit pas capable de jouer. Là. Fait que c'est bon d'avoir quelques défenseurs qui sont capables de jouer ce rôle-là. D'autres ressources. Alors, on l'appelle le prestidigitateur de l'information sportive. Il vient d'apparaître en son et en image. Alors, toi, Marc-André... T'as pas fait exprès? Ben non, j'ai pas fait exprès. Non. Une journée de la semaine qui finit en I. C'est bon, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je faisais un direct YouTube pendant le... Alors, David Rioux, qui est là, David Marcoux, en partant. Donc, il n'y a pas que toi. Je débaptise tout le monde. On a un collègue aussi qui s'appelle Pascal, que j'ai appelé Patrick, il n'y a pas plus tard que 20 minutes. Et à ma défense, on est en plein milieu de la nuit ici à Montréal, ce qui n'est pas ton cas, à L.A., deux choses. As-tu trouvé ça aussi plate que nous autres et es-tu aussi époustouflé de ce que Kent Hughes a réussi en termes de transactions? Bien, écoutez, obnubilé, je suis content. Je pense que c'est une belle transaction que le Canadien a réussi là. Je me méfie cependant du 9,5 millions que le Canadien va débourser pour ses services. C'est vrai que le plafond salarial va augmenter. C'est vrai que ça va devenir de plus en plus facile d'absorber son contrat dans l'enveloppe salariale. Mais reste que ça m'apparaît assez gourmand. C'est un gars qui, vous évoquiez tout à l'heure ses passes à 55, etc. Puis il y a plusieurs statistiques qui sont intéressantes. Puis c'est sûr qu'il va surfer sur le fait qu'il a fait 70 points en 79 matchs il y a 2 ans. Mais c'est pas non plus un défenseur parfait. Non. Puis je trouve que le prix payé est intéressant parce que le Canadien n'a pas donné d'espoir de premier plan. Comme sa manne demeure assez intacte. Ouais. Mais c'est plus le contrat qui me chicote un petit peu. On verra si, à l'usure, ça aurait été judicieux. Je pense que c'est un bon test pour le groupe de recruteurs professionnels du Canadien. Jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup les recruteurs amateurs du Canadien à l'œuvre dans les dernières années. Mais je trouve que l'acquisition de Noah Dobson, c'est vraiment, d'une part, Kent Hughes, mais aussi, en dessous de lui, les conseillers qui font du recrutement professionnel, qui font un jugement spécifique sur dire, lui, ça nous le prend. Et c'est peut-être pas un énorme risque, mais il y en a toujours un, surtout à ce prix-là. Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que les Islanders de New York sont allés chercher Keyshawn Aitchison et puis Victor Eklund avec les 16e et 17e choix. C'est à l'inverse, là, mais bon. Et c'est 2 gars qu'on ne pensait pas qu'ils allaient être encore disponibles au moment où le 16e choix où le Canadien devait parler. Alors, finalement, un jour, on va mettre dans la balance Dobson contre ces gars-là, contre Aitchison, contre Victor Eklund, évidemment contre Emil Heinemann. Je trouve que c'est une belle transaction, mais je sors de tout ça en me disant qu'est-ce qui va arriver à Mike Matheson dans tout ça? Ouais. Ça ouvre des possibilités chez le Canadien. Il y avait déjà congestion sur le flanc gauche, mais c'était pas tant grave parce qu'on avait besoin d'en muter quelques-uns à droite. Il y aura encore un petit besoin, mais vraiment moins.
Puis l'autre élément, l'autre effet positif par la bande aussi, c'est que soudainement, Reinbacher n'est pas obligé de faire l'équipe à cet automne. Mailloux non plus. Il y a pas C'était un peu urgent s'il n'y avait pas de solution à droite. Puis moi, je pensais qu'on allait peut-être se pencher vers une solution de style défenseur réclamé au balotage. C'est gars qui a un peu de millage, qui est plus comme une police d'assurance. Alors que là, c'est pas une police d'assurance. Là, c'est du concret, c'est du solide. Tes positions premier et deuxième duo à droite, là, c'est réglé. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça signifie automatiquement qu'il y a un défenseur qui doit partir? Pas nécessairement à court terme, là, dans le sens que tu peux toujours faire jouer un gaucher à droite, comme ça a été le cas l'année dernière. Madison faisait ça très bien. Matheson, il a eu ses moments, mais ça a été pénible par moments aussi pour lui. Hudson l'a bien fait, mais je suis certain qu'il y a un désir, une volonté de la direction de le ramener de son côté naturel, ça c'est certain, là, à terme. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait d'urgence encore en la matière. Tu sais, Mike Matheson, il lui reste une année de contrat, il va avoir 32 ans l'année prochaine. Peut-être que ça vient un peu de sceller son destin quant à un possible avenir avec le Canadien, là, ce qui était moins clair avant. Là. Donc, ce serait surprenant qu'il soit encore là après l'année prochaine, mais ça ne place pas le Canadien dans une position où on doit absolument se débarrasser d'un gars là. Ils sont nombreux. Si tu inclus Mailloux puis Reinbacher, il y a 9 défenseurs potentiellement qui peuvent jouer avec l'équipe. Mais Mailloux, Reinbacher seront probablement dans la Ligue américaine. Puis après ça, ce qui est très bien. Oui, exactement. Puis tu jongles avec les autres. Donc, moi, je ne vois pas là comme un problème ou une urgence. Mais c'est sûr que Matheson regarde ça et doit se dire mon temps avec le Canadien commence peut-être à être compté. Ouais. Mais écoute, moi, je suis enthousiaste comme je l'ai rarement été par rapport à une transaction. Là. Je répète, les chiffres qu'on donnait tantôt sur Noah Dobson, là, il a accompli ça avec une équipe qui était mauvaise offensivement, là, qui n'avait pas de ressources offensives. Là, il va y avoir des joueurs qui passaient la rondelle. Ça a du potentiel. C'est une équipe beaucoup plus dynamique. Moi, je pense qu'il va connaître ses meilleures années. Le meilleur est à venir dans son cas. Et je regarde la question de son salaire. Là, il est dans le top 10 des défenseurs les plus productifs depuis 4 ans. Là. À un moment donné, il faut que tu le payes comme un défenseur de top 10 aussi. Là, ça a une valeur, les points. Ça a une valeur quand tu es attaquant. Ça a une valeur quand tu es défenseur aussi. J'ai très, très hâte de voir le nouveau visage de cette équipe-là avec l'addition de Dobson. Moi, j'entendais des projections. Je pense que c'est Elliot Friedman qui disait... c'était bien avant, là, c'était au moins une journée. C'était avant que les rumeurs soient intenses. Il y avait quelques rumeurs, mais ils en parlaient comme un contrat à 8 figures. 8 figures, donc... 10 millions et plus. Là. Et moi aussi, un peu comme Marc-Antoine, je me disais, il me semble que... Hughes considère que Dobson a accepté un contrat, le mot est peut-être un peu fort, mais à rabais, jusqu'à un certain point. Et puis il disait, moi, comme directeur général, j'aime beaucoup ça. Il dit, il y en a peut-être qui vont me traiter d'hypocrite, mais il a aussi dit, j'ai représenté des joueurs, on peut penser à Patrice Bergeron, évidemment, qui l'ont fait durant leur carrière et qui ne l'ont jamais regretté parce qu'ils ont gagné ou ils se sont retrouvés dans des situations favorables. Si tu demandes aujourd'hui aux gars des Panthers si Sam Reinhart, par exemple, regrette d'avoir accepté un petit peu moins d'argent l'année dernière que ce qu'il aurait pu amasser sur le marché des joueurs autonomes, la réponse, c'est non. C'est sûr qu'il ne le regrette pas. Mais Kent Hughes considérait effectivement que Noah Dobson aurait pu aller en chercher un peu plus ou valait peut-être un peu plus. Et parce qu'il voulait changer d'air, c'était clair, il ne voulait plus rester là, et que le Canadien était vraiment une des destinations qu'il prisait, qu'il a accepté une certaine coupure, là, une certaine coupe de salaire. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. C'est un rabais maison. Un petit rabais maison, oui. Il n'était même pas à la maison. Quand tu es à l'île du Prince-Édouard, il y a 2 équipes. C'est les Leafs ou le Canadien. Donc, peut-être qu'on vient d'apprendre qu'il était plus Canadien que Maple Leafs. Mais c'est le fun de savoir qu'il y a des joueurs qui disent « Moi, ma priorité, ma préférence, c'est d'aller à Montréal. » C'est un excellent signal qui est envoyé. C'est pas juste le fun. Un joueur étoile. C'est pas juste le fun, Marc-Antoine. C'est ça, c'est un joueur étoile. C'est nouveau. c'est très nouveau. Et quand on lui a demandé en point de presse ce qu'il avait entendu à propos de Montréal, là, il a répété
exactement les lignes que les joueurs nous disent à la saison longue. Le groupe, là. Le groupe, les gars ont du plaisir ensemble, sont contents d'aller à l'aréna le matin, ils s'arrangent pour que ce soit le fun, ils se tiennent. C'était mot pour mot. Alors, il a côtoyé Matheson au dernier championnat. Oui, puis il connaît Suzuki aussi. Ils se sont côtoyés dans les tournois internationaux avec le programme d'Équipe Canada et tout. Donc, je pense qu'il sait dans quel environnement il débarque. Puis, je vais dire quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. Donc, c'est ça. Et là, tu es en train de me faire oublier la relance. Ouais, vas-y, Marc-Antoine. Bien, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que dans le point de presse de Kent Hughes tout à l'heure, quand il a mentionné, il dit on a accumulé des choix au repêchage au fil des ans pour se placer en position où le jour où on aurait un joueur du calibre de Noah Dobson qui deviendrait disponible, on pourrait frapper. Puis ça, je trouve que par cette transaction-là, ça nous dit aujourd'hui que la reconstruction du Canadien est vraiment passée à une nouvelle étape. Oh oui. Parce que là, on n'est plus... L'accumulation d'actifs, on savait que la page était pas mal tournée, mais là, on a une expression évidente que même si c'est encore l'avenir à long terme qui est important, il y a certaines choses qu'on commence à conjuguer au présent, puis je trouve ça assez intéressant pour la suite. C'est réjouissant. Et ça rend l'équipe tellement plus attrayante pour d'autres potentiels joueurs qui pourraient vouloir débarquer. C'est ça aussi. Là, si tu es, je ne sais pas... mettons, William Karlsson, ça n'arrivera pas selon toute vraisemblance, mais puis qu'il y a une possibilité de débarquer à Montréal. Mais là, tu te dis, ouais, mais là, si il se passe quelque moi, chose. J'ajoute mes services à cette gang-là, avec Dobson qui est arrivé, puis ce groupe de défenseurs qui, ma foi, risque d'être pas la rondelle va arriver. Oui. Ben, les choses se passent, pour citer le roi Enoch. Donc, c'est sûr que ça va aider Kent Hughes à... Non, mais j'entends rire en régie. C'est quoi, c'est quoi la... Tu connais pas le roi Enoch? Écoute, je vais te laisser découvrir ça par toi-même. OK. Ouais. Très bon point, Alex. Les choses se passent. Les choses se passent. Une petite pensée dans tout ça pour Mathieu Darche. C'est le gars débarque, puis... Ouais, mais tu sais... Ça y fait des mains... Non, mais sérieusement, parce que... Il y avait le dos au mur, là, Darche. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est son premier gros dossier. Il se retrouve un peu le fusil sur la tempe. Oui, c'était pas évident. Et je pense que le Canadien est le bénéficiaire chanceux là, de cette situation-là parce que tu parlais des actifs, Marc-Antoine. Ils n'ont pas donné beaucoup d'actifs. Là, et c'est surtout circonstanciel au fait que Dobson avait un levier de par le fait qu'il valait plus s'il acceptait de signer une prolongation là où il allait. Et il a un peu choisi sa place. Puis sa place, ça donne qu'on n'est pas habitué. Il faudra peut-être s'y faire, là. Mais sa place, c'était ici. Mais c'est ça qui est arrivé à Mathieu Darche cette semaine. Et on m'a raconté aujourd'hui qu'il y a un problème, il y a une controverse chez les Islanders à propos du système de jeu de Patrick Roy, le système de jeu défensif, particulièrement avec les défenseurs. Système de jeu qui demande une coordination parfaite de tout le monde sur la patinoire. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y en a un qui n'est pas synchronisé, ça ouvre des espaces de glace qui sont dangereux. Et semble-t-il que c'est ça. Les défenseurs contestent ce système-là. C'est le système que Patrick Roy mettait de l'avant chez les Remparts de Québec quand il a gagné la Coupe Memorial avec les Remparts. Mais ça ne nous rajeunit pas. Non, il l'a gagné en 2020. OK, few. Wow, aussi. Il avait gagné il y a longtemps, mais il l'a gagné. Radulov, il l'a gagné il y a 2 ans. Récemment, c'est ça. D'accord. Et c'est ça. Semble-t-il que les défenseurs ont commencé à poser des questions, puis que ça a fini dans un état un peu où les gars jouent par peur pour ne pas perdre parce qu'ils n'ont pas très confiance. Et ça me rappelle un peu, chez Canadien, on a vécu ça un peu au cours des dernières saisons, le système qui était ultra complexe, où tout le monde se promenait dans la zone où il y avait beaucoup de confusion. Puis il a fallu que des vétérans comme David Savard interviennent à un moment donné, puis aille voir l'entraîneur pour dire, là, il faut qu'on simplifie ça parce qu'on ne s'y trouve plus, ça ne marchera pas. Là. Et ils ont simplifié le système et l'équipe s'est stabilisée puis a connu une pente ascendante, est partie en trajectoire ascendante. Mais ça, il y avait un problème là-bas.
avec le système. Faut, parce que pourquoi tant que ça? Pourquoi Dobson voulait partir aussi vite? Là? Non, mais tu sais, les gens regardent ça et disent pourquoi il est tombé à moins 16 cette année et tout ça. Mais peut-être que lui a eu plus de difficultés avec ça. Peut-être qu'il sentait qu'il ne pouvait pas s'exprimer ou qu'il avait de la difficulté à se retrouver là-dedans. Mais c'est quelque chose c'est un problème qui était là. Puis l'autre chose aussi, c'est que même si Dobson, disons, cherchait un contrat de 10 millions par année, une des raisons pour lesquelles les Highlanders ne voulaient pas lui donner, c'est peut-être que Mathieu Darche arrive, fraîchement débarqué, son entraîneur va aussi peut-être lui donner un feedback à propos de Dobson. Puis Patrick Roy lui dit, ben là, le moins 16, Patrick Roy, il l'a sûrement vu. Puis sûrement qu'il juge que Dobson ne fonctionne pas dans ce système défensif-là. Donc, ça ajoute à la complexité de la chose puis à la position difficile dans laquelle Darche devait se retrouver. Parce que peut-être que selon son analyse à lui, Dobson avait ses qualités et ses défauts, mais l'évaluation que faisait Patrick Roy a certainement joué gros dans le fait de dire on ne cherchera même pas à le convaincre de rester, puis on va passer aux choses suivantes, puis on va essayer de trouver la meilleure offre. Mais j'aime pas mal l'expression d'Alexandre quand il dit qu'il y avait un peu le dos au mur, parce que c'est ça. Il s'en est sorti, Darche, finalement, dans une... Pas trop mal, mais vous savez quoi? J'ai croisé aujourd'hui des amateurs des Highlanders de New York juste avant le début du repêchage. Parce qu'évidemment, ayant le premier choix, il y avait des fans qui ont décidé de faire le voyage jusqu'en Californie. Puis, il y avait, entre autres, un adolescent de 16 ans qui s'était présenté au repêchage avec son chandail des Highlanders, son chandail de Noah Dobson. Ouais. Fait que j'ai parlé, puis je dis là, toi, l'échange, comment tu vis ça? Puis il dit, j'avais acheté un chandail de Noah Dobson parce que sa saison d'il y a 2 ans, c'était extraordinaire. Malheureusement, c'est le seul chandail des Highlanders que j'ai apporté. Sa saison dernière, un peu moins, mais c'était beaucoup l'idée de dire, on espère que Mathieu Darche va être capable de convertir ces choix-là pour pouvoir monter au repêchage, parce que le rêve des amateurs des Highlanders, c'était de pouvoir aller chercher James Higgins, qui est originaire de la région. T'sais. Alors ça ne s'est pas avéré parce qu'il a été choisi par les Bruins de Boston, mais je pense que la pilule aurait été encore plus facile à avaler pour les partisans des Highlanders, puis Mathieu Darche pourrait dire hey, j'ai au moins mission accomplie. Ouais. S'il avait été en mesure de remonter au classement du repêchage puis d'aller chercher James Higgins, mais ça ne s'est pas avéré. Mais il y a quand même, je trouve, quelque chose d'inexplicable ou de mystérieux là-dedans. Tu sais, ça serait accordé beaucoup trop de valeur à Patrick Roy dans le débat Roy-Dobson. Si Darche s'est dit, ben là, il ne peut pas jouer dans le système de Patrick Roy, alors la solution, ça va être de l'échanger. Les entraîneurs vont et viennent. Dobson, si tu réussis à t'entendre avec lui, il va rester là. Donc, si c'est le système de jeu dans lequel ils se font un peu moins, ben change-les. C'est pas mal plus facile de changer le système et de changer l'entraîneur, puis de faire en sorte que Dobson revienne à ses bonnes habitudes. Donc ça, moi, je trouve ça... Mais Patrick, lui, a peut-être pas présenté ça en disant qu'il n'est pas capable de jouer dans mon système. Là. On n'était pas là quand ils se sont parlé, mais tantôt, je vous parlais du fameux match pivot. Là, je ne sais pas si tu étais là, Marc-Antoine, quand je parlais du match entre les Highlanders et les Rangers. C'était le meilleur bout mais c'est ça. C'était le bilan défensif cette saison-là de Dobson était plus 20. Il a fini moins 8 après l'arrivée de Patrick Roy, puis il était moins 16 cette année. Fait qu'il y a peut-être eu véritablement des problèmes avec ça. On a entendu dire que c'était pas l'amour fou là, entre les deux. Mais l'autre truc que j'ai de la difficulté à m'expliquer, c'est Darche a dit clairement, quand il est arrivé en poste, c'est tout ça que tu ne te lançais pas dans une reconstruction. Ouais. Cet échange-là est un échange typique de reconstruction. Puis jusqu'à il n'y a pas, dans les premières rumeurs qu'on entendait à propos du fait que Dobson allait probablement changer d'adresse, c'est que les Highlanders étaient à la recherche de joueurs établis en retour. C'est ça. Et il y a eu, à un moment donné... Un pivot, là. Il y a eu un pivot. Puis je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils étaient étonnés de la faiblesse du retour qu'on leur offrait, par exemple? J'en ai aucune idée. Mais clairement, ils ont changé de stratégie, chemin faisant, où on est passé de « on veut des joueurs » à « on veut de l'avenir », parce que c'est ce que c'est. C'est-à-dire... Mais c'est le marché qui parle. Là, et il y a aussi le joueur qui se fait échanger qui parle parce que la transaction n'a de valeur
plus importante que si le joueur veut signer un contrat à long terme avec sa Et le Canadien n'avait pas de joueurs à offrir, mais il avait deux choix de première ronde. Oui, quand même. Mais il ne voulait pas en offrir, mais il y en avait. Mais en tout cas, c'est quand même un échange d'équipe en reconstruction. Les Islanders sont moins bons ce soir. Ils sont moins bons. Ouais. Ils prennent un pas de recul, puis ils vont chercher des actifs pour le futur en espérant que ça leur permette de se relancer. Mais ce n'est pas un échange de réinitialisation. C'est pas un échange aux Capitals de Washington l'année dernière. Souvenez-vous, les derniers défenseurs qui ont été choisis premiers au total, là, Rasmus Dahlin, Owen Power, ils n'ont pas cassé la baraque en arrivant. Là, ça prend des années. Victor Edman, ça a pris quelques années. Et Matthew Schaefer, il a 17 ans encore. Il a joué 21 matchs l'année passée. Ça va prendre du temps avant que ce gars-là puisse pivoter, être en charge d'un avantage numérique puis de s'imposer dans la Ligue nationale de hockey. Et remplacer Noah Dobson. Ben oui, c'est ça. Bon, maintenant, c'est ça. Moi, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, mais quand Darche accepte le poste, ils font quoi, une journée d'entrevue là, où est-ce que la personne qui est interviewée expose son plan, puis sa vision, puis ça. Dobson fait partie des plans de Darche à ce moment-là. Oui. Là. Bon. Il dit on est une équipe de séries éliminatoires, à mon avis, puis on n'est pas en reconstruction. Là, il est un petit peu moins une équipe de séries éliminatoires. Un petit peu plus en reconstruction. C'est ça. Mais pensez-vous que là, ce cours des événements qui est changé va changer ça? Pensez-vous que... Moi, c'est le mystère qui entoure cette transaction. Est-ce que là, Darche se dit, coudon, si je peux pas faire comme j'avais dit, je vais toutes les échanger d'abord, puis on va reconstruire. Le beau Horvat s'en vient à Montréal. Le spécial Godini est de retour sur la table. Écoute, ça serait formidable. Mais bref, enfin, j'ouvre la porte. Est-ce que peut-être que Darche va revoir son plan en raison de cet événement majeur, qui n'est pas... C'est pas de mince affaire. Écoute, il y a un important trou à boucher dans sa brigade défensive. Et Kent Hughes, il vient de placer quelqu'un d'important qui va jouer 22-23 minutes par match. Bon. En fait, est-ce que le Canadien peut jouer avec juste 4 défenseurs la saison prochaine? Pourquoi pas? Ils ont Matheson qui joue... il joue beaucoup. Là, c'est peut-être une bonne chose. Il va peut-être un peu moins jouer, puis ça risque de le servir. Oui, mais tu as comme 3 défenseurs capables de jouer 23 minutes. 23, 24, 25. Oui. Le 6e défenseur va être comme dans le temps où Gilles Lupien était 6e défenseur. Là, il va jouer une présence par match. Ça va, wow. Et tu as la possibilité, puis ça, Martin, c'est toi qui disais ça, il me semble, à l'époque où il y avait... quand Piquet a fait son arrivée, puis que Markov était encore dans la fleur de l'âge, si tu disais, là, soudainement, pendant tout le match, tu as un défenseur qui est capable de faire avancer les jeux. Oui. Pensez-vous qu'on va préférer... là, c'est très tôt, là, mais c'est une nouvelle possibilité maintenant. Tu ne peux pas jouer Hudson et Dobson ensemble. Tu peux jouer séparément. Et pendant tout le match, tu en as un des deux qui est là. Je pense. Bon, autre chose à ajouter là-dessus? Non, je pense qu'on est prêt à passer au prochain sujet. Y a-t-il un autre sujet? Bon, quand tu es apparu, Marc-Antoine, avant de te débaptiser, je t'ai demandé, après t'avoir débaptisé, je t'ai demandé, c'était-tu aussi plate là-bas? Puis qu'est-ce que tu as pensé de... Oui. Qu'est-ce que tu penses de Dobson? Alors, tu nous as pas dit si c'était aussi plate là-bas. C'était plate. Ça peut pas être plus plate. Écoute, ça peut pas être plus plate qu'ici. Non, effectivement. Mais écoute, en même temps, je trouve que quand tu es sur place, normalement, dans un repêchage, quand ça se passe dans un aréna, tout ce qu'on appelle le upper bowl, toutes les sections supérieures de l'amphithéâtre sont occupées par des partisans de l'équipe qui joue dans cet aréna-là. Alors, ils contribuent à mettre beaucoup d'ambiance. Ce sont eux qui, année après année, le commissaire Bettman. Ça, c'est bon. Qui, évidemment, qui applaudissent les échanges ou les sélections de leur équipe, qui eut les rivaux, etc. Ça aide à mettre beaucoup d'atmosphère. Là, on est dans un théâtre qui est rempli à 60% de capacité, puis je suis peut-être généreux.
Et puis, c'était évidemment, le rythme était inexistant. Il n'y avait aucune cadence dans ce show-là. Et puis, j'ai eu l'impression, finalement, à un moment donné, de me retrouver davantage dans une collation des grades ou une remise de diplôme, hein, à la fin, où finalement, on passe un après l'autre, puis là, les gens attendent, puis ça applaudit, puis après ça, on passe au suivant. C'était un peu laborieux. Évidemment, les jeunes, eux, qui vivent ces moments-là, il y en a, je les ai trouvés très émotifs cette année. Il y en a quelques-uns qui ont pleuré. Matthew Schaefer en larmes, ben oui. Ben oui, mais c'est effectivement ça. C'est la tragédie familiale, évidemment, avec le décès de sa mère qui a été emportée par le cancer. Il aurait tellement voulu qu'elle soit là et qu'elle vive ce moment-là avec lui. Mais tu sais, Justin Carbonneau, plus tard, très émotif. Il a été très émotif également. Alors, c'est toujours, tu peux pas rester insensible au fait que le moment que vivent ces jeunes hommes-là est significatif. Puis même s'ils vont multiplier les clichés, surtout en sachant qu'il y a tellement de caméras puis tellement de monde qui les écoute puis qui regardent, c'est un peu malaisant. Mais on aime vivre ces moments-là à travers eux. Mais en termes de mise en scène, en termes de qualité du spectacle, c'était un peu désolant. Là. Puis, ce que ça, enfin, je ne sais pas si ça cache, mais, et je ne sais pas si c'est l'impression avec laquelle ça vous laisse, mais, tu sais, je me rappelle, mettons, l'an passé, les Ducks d'Anaheim qui choisissent Barrett Seneke au troisième rang. Ouais, ben, regarde. Ouais. Là, tu sais, commence pas. Bennett. Marc-André Seneke. Puis on dit Seneca. Non, mais merci. Merci de corriger mes approximations. Merci, Alex. Rapidement, tu sais, une sélection champ gauche un peu. Il y a eu très peu de ça. C'est parce qu'on savait à peu près qui allait être le groupe des 10. Là, mais des 10, on a toujours un groupe des 10, mais il me semble que ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi presque respecté. Il était très défini, pas à pas. Mais on ne savait pas nécessairement dans quel ordre il allait se produire, ce groupe des 10. Donc, je pense que Jack Nesbitt, quand même, a été pris un peu tôt par les Flyers de Philadelphie. Surtout qu'ils se sont avancés pour... moi, c'est ça qui m'a surpris le plus. Là. C'est pas le genre de joueur pour lequel tu t'avances normalement. C'est pas gentil, ça. Non, c'est pas que c'est pas gentil, c'est que c'est pas quelqu'un qui a nécessairement un plafond très élevé, offensif. T'sais, on sait à peu près ce qu'il va devenir. Ça ressemble un peu à la sélection de Jet Luchenko l'année dernière. Des Flyers, encore. Des Flyers. Il fait Flyers, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'étais étonné qu'on avance dans le repêchage, qu'on procède à un échange pour aller chercher ce gars-là. 9 centres dans les 12 premières sélections. Et du gros, hein? On voit que, pas du petit centre. Non, c'est du grand. Du gros centre. Du gros centre. Là, du 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 6. Flash McQueen, 6 pieds 6. Roger. Oui. Ce que j'ai dit comme j'ai bien aimé... il y a moyenne surprise peut-être, mais Benjamin Kindle. Ouais. C'est pas tout le monde qui le voyait aussitôt. C'est un espoir qui, je pense qu'il y en a certains qui l'adorent, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus mitigés à son égard. Mais les Penguins de Pittsburgh ont sauté dessus carrément. Fait que ça a été... À partir du moment où Kindle est sorti, il y a comme eu une espèce d'effet domino où là, il y avait les surprises étaient plus susceptibles de se produire. Puis c'est ce qui fait en sorte que, c'est ça, tout à l'heure, je disais que ça allait pouvoir être une unité de mesure de l'échange de Dobson, sachant que Keyshawn Aitchison et puis, excusez-moi, il est tard pour moi aussi. Victor Eklund était encore disponible. Ben ça, n'eût été de Nesbitt puis Kindle, il l'aurait peut-être pas été. Et Carter Bear aussi, ouais. Puis, faut noter... vous savez, les deux choix, oui, il y a Dobson, mais pour le Canadien, ces choix de repêchage, les 16e et 17e choix, c'était des choix qui étaient un peu embarrassants. C'est pas étonnant qu'ils aient voulu chercher à les échanger parce que il aurait fallu qu'il y ait un très bon joueur qui glisse, qui se rende jusqu'à 16 pour que ça devienne intéressant. Puis, penser qu'il y en aurait eu 2, ça serait utopique. Mais à 17, j'ai comme l'impression que le Canadien aurait été condamné à aller chercher un gars qu'il n'aurait pas vraiment voulu à 17, puis que c'est quasiment plus intéressant pour ses intérêts, pour ses besoins,
de reculer ou de penser en fin de première ronde ou en début de deuxième, il y a peut-être une nouvelle gamme de joueurs intéressants. Fait que je trouve que le Canadien, cette année, dans la qualité des espoirs, en milieu de première ronde, il y avait comme une espèce de ventre mou qui était plus ou moins intéressant. Puis, tu sais, ça a bien à donner pour les Islanders de New York, mais il y avait quand même un risque, puis je ne suis pas surpris que le Canadien ait fait « Hey, nous autres, cette année, là, cette place-là, elle nous parle pas. » Ouais, puis Hughes n'aura pas l'opprobre de devoir expliquer pourquoi il n'a pas choisi Justin Carbonneau avec ses 16e et 17e choix. L'autre, si on parle plus globalement, l'autre curiosité de ce repêchage-là, c'est probablement les 2 gardiens au premier tour, et particulièrement Andrei Hanov, que je pense personne ne pensait que ce serait le premier gardien repêché. Non, et on ne pensait pas non plus qu'il allait en avoir un nécessairement au premier tour en partant. Si oui... on se disait que ça allait être Ravensbergen, mais finalement, il est sorti 30e à San Jose. Sauf que, c'est ça. Piotr Andreyanov, d'après moi, Columbus aurait pu se permettre d'attendre au 2e tour s'il voulait vraiment, puis il aurait probablement pu le prendre aussi. Donc, ça, c'était étonnant. 3 Québécois sélectionnés. Oui. Le mammouth de l'Utah qui a pris Caleb Desnoyers au 4e rang avec Logan Cooley il y a 2 ans. 3 ans maintenant? 2022. 2022, il y a 3 ans. 22. Ça va leur faire quand même 2 bons jeunes centres. Là. Je crois déceler une influence québécoise dans les décisions. Là. Je suis sûr qu'André Tourigny était bien branché là-dessus. Puis la Ligue de hockey junior majeur du Québec célèbre les 3 joueurs sélectionnés au premier tour. C'est mieux que lors des 2 dernières années où il n'y en avait pas eu, mais quand même 9 de l'Ouest, 9 de l'Ontario, 3 du Québec. Dans les 4 dernières années, 27 joueurs de l'Ouest ont été repêchés au premier tour, 25 de l'Ontario, 5 du Québec. Et ça fait mal. Oui. Ah oui. Ça fait mal. Oui. Et là, tu énumères, tu fais la première ronde de cette année, mais non. Très peu d'Américains, très peu d'Européens. Très peu d'Américains. Aucun joueur. Ça n'a pas été une grosse année. Aucun joueur du programme de développement américain. C'est la première fois. Rare, c'est la première fois depuis, je l'ai noté, ça m'a surpris, depuis 2008. C'est la première fois qu'il n'y a pas de joueur du programme américain. Et je me demande s'il n'est pas en train de se passer quelque chose avec le fait que les joueurs universitaires américains sont rémunérés maintenant, peuvent être rémunérés avec parce qu'ils ont la capacité de vendre leur image et. On a cru comprendre qu'il y a du monde qui s'occupe de vendre leur image. Il y a 5 joueurs des universités américaines qui ont été sélectionnés, 2 joueurs de la USHL, 1 joueur d'un high school du Minnesota, aucun joueur du programme de développement. Et il y a quelques-uns des joueurs qui ont été sélectionnés ce soir des universités qui ont quitté le programme de développement américain pour aller à l'université. Alors, je me demande si le fait que c'est possible maintenant d'être payé dans les rangs universitaires, ça ne fait pas en sorte que ce programme-là va avoir de la difficulté à garder ses joueurs à l'avenir. C'était un dommage collatéral de tous ces changements qu'on avait, sur lesquels on ne s'était pas penché. Les 17 des 22 premiers joueurs sont canadiens, donc ça a été quand même une forte année. C'est fou, oui. Bon, c'est cet épisode où je termine chaque segment par... Autre chose? 1h35 du matin. Autre chose, non? Il y a eu une convention collective aussi aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est le 3e segment, puis on y va sans transition. Est-ce que c'était aujourd'hui que Batman puis Walsh rencontraient ou c'était hier? Non, c'était hier. C'était hier pour nous. C'est ça, mais c'était aujourd'hui. Pour Marc-Antoine. Pour Marc-Antoine. C'est ça. Oui. Puis as-tu trouvé ça amusant? As-tu aimé ça, de faire dire... bien essayé, mais on te le dira pas. Ah, ça, c'est le fun, ça. C'est tellement le fun. Après ça, on se demande pourquoi exactement vous faites votre conférence de presse. Ouais, puis pourquoi tout le monde vous trouve antipathique. Oui, c'est ça. Oui, exact. Parce que là, effectivement, pour mettre les gens au parfum, là, c'est que oui, ils étaient pressés d'annoncer le fait qu'il y avait eu un accord, une entente de principe sur le renouvellement de la convention collective, mais étant donné que les joueurs n'ont pas encore reçu le fin détail de la convention, qu'ils n'ont pas eu le temps de la parcourir, ben ils se sont dit on ne se mettra pas à commenter les principaux éléments de cette convention-là avant que les joueurs l'aient consulté. Alors, ce que je respecte
tout à fait, mais en même temps... Elle ne fait pas de conférence de presse. Exact. Pas de conférence de presse. Attendez qu'on puisse en discuter, parce que là, finalement, on tournait autour du pot, puis c'était un peu n'importe quoi. Bettman il voulait afficher leur complicité, puis ça fait longtemps que Gary Bettman veut annoncer cette paix syndicale-là à l'avance. Au début, il voulait le faire avant le début de la finale de la Coupe Stanley, dans son adresse annuelle à la Nation et tout. Ça ne s'était pas fait. Alors, on sentait effectivement une forme d'empressement. Et moi, je suis particulièrement mal à l'aise devant cette complicité entre... Ce copinage. Oui, ce copinage carrément entre Mais ce sont des partenaires. Les deux têtes dirigeantes de factions opposées, théoriquement, là, qui n'ont pas les mêmes intérêts. T'sais. Alors, oui, si j'étais un joueur, les joueurs sont bien contents, Alex. Très. Ils sont bien contents de ne pas faire de gains pour une troisième... Depuis 20 ans. Oui, plus que ça. C'est quoi les gains des joueurs dans cette... Il n'y en a pas. À chaque année, on leur... Non, il y en a. Ils vont pouvoir s'habiller comme ils veulent. C'est toutes des choses qui ne coûtent pas cher. Tu portes un protège-cou, on protège ta santé, tu vas pouvoir t'habiller comme tu veux. Non, mais parenthèse, il y a des gens pour que ça... Quand on fait des parallèles avec la NBA, la NBA, les gars, ils ont de la personnalité. Il y a des amateurs, puis je dis pas ça, là, c'est bien correct, il y a des amateurs qui vont trouver ça intéressant que le code vestimentaire tombe. Peut-être que ça va, c'est ça, là, alléger un peu l'ambiance. Mais on s'en fout comment ils sont habillés quand ils arrivent à niveau gain c'est ça. En termes de relations de travail. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Alex là-dessus. Là, je serais si j'étais un joueur présentement, je serais très inquiet parce que Marty Walsh a commencé son règne en rencontrant les agents convoqué une réunion, puis il a dit, écoutez, moi... Inquiétez-vous pas avec moi, là, je ferai pas de problème. Là. On va bien s'entendre avec les propriétaires. Et OK, c'est louable de vouloir avoir des relations de travail constructives et tout ça, mais les joueurs de la Ligue nationale de hockey sont ceux qui ont les moins bonnes conditions de travail parmi les 4 sports majeurs nord-américains et ils font des concessions, convention collective après convention collective. Et ça a l'air de rien, là, mais on ajoute 2 matchs au calendrier, donc c'est un surplus de travail. Puis il y a des gens qui disent, oui, mais les joueurs veulent augmenter les revenus. C'est moi qui ai dit ça avant qu'on en revienne. Ils vont être contents, ça fait plus de revenus, ils vont faire plus d'argent, mais c'est la même chose que si tu négocies ton salaire, que tu vas voir ton patron, tu dis, là, je travaille fort, je veux une augmentation de salaire. Il dit, parfait, tu gagnes 100 de l'heure, fait que je vais t'augmenter de 500 par semaine, mais tu vas travailler 5 heures de plus. Là, le gars s'en retourne chez eux, puis il est tout content. J'ai fait. On a les droits. On a les droits. Mais c'est ça. Il a marché à fond, le gars. Fait que j'ai l'impression que le hamster, il doit toujours courir plus vite dans la roue. C'est rendu que le directeur exécutif de l'Association des joueurs est copromoteur avec la Ligue de la pseudo-Coupe du Monde qu'ils vont faire en Europe. Le gros communiqué, l'Association des joueurs et la Ligue lancent un appel de candidature pour venir à la Coupe du Monde. Sa job à Marty Walsh, c'est pas d'être promoteur puis d'essayer de créer plus d'événements pour faire travailler plus ses membres, c'est d'essayer que ses membres aient une meilleure part du gâteau et soient mieux traités. En tout cas, fait que moi, ça m'inquiète beaucoup, honnêtement. Quand tu n'es plus capable de distinguer, quand tu vois marcher le directeur, le président du syndicat avec le patron, puis ça fait juste une ombre au sol, c'est parce que c'est inquiétant. Ce serait quoi les... Ce qui était notable aussi dans cette conférence de presse-là, c'est que on ne voulait rien dire de ce qui était inclus dans la convention collective, mais en voyant le copinage entre Marty Walsh et Gary Bettman, on a vite compris qu'il y a une chose qui n'allait pas être dans la convention collective, puis c'est une quelconque modification, un quelconque ajustement au plafond salarial de chaque équipe en fonction de là où ils jouent, puis en fonction de la quantité d'impôts étatiques qui est prélevée. Ils ont sorti des arguments en chœur, un après l'autre, pour dénoncer le fait que c'était ridicule de vouloir cibler ça ou pointer ça du doigt puis trouver qu'il y avait une inéquité alors qu'il y en a, à leurs yeux, il n'y en a pas. Les 4 hommes sur le podium, un après l'autre, ont rajouté leur grain de sel. Fait que, encore là, ils parlaient d'une même voix. Alors, on a compris qu'il n'allait pas y avoir de changement de ce côté-là parce que personne n'est en faveur de ça.
Donc, vite, les concessions, 2 matchs de plus. 2 matchs de plus. Le salaire minimum qui va augmenter qui va passer à 850 000 pas la saison prochaine, la saison suivante. Après ça, 900 000, 950 000, 1 million. Mais ça ne change rien au partage 50-50 des revenus. Abolition de la rétention de salaire. Là, les équipes se servaient souvent, faisaient des transactions à 3 équipes. Puis il y avait une équipe au passage qui retenait une partie du salaire du joueur. Ouais. Là, on a aboli ça. Il va falloir qu'il y ait 75 jours de saison régulière qui s'écoule entre le passage d'une rétention de salaire d'une deuxième équipe vers une troisième équipe. Fait que ça va être une entrave à la conclusion de transactions. Plus de code vestimentaire pour les joueurs. Protection pour le coût obligatoire pour les jeunes joueurs qui vont arriver dans la Ligue nationale. Un gardien d'urgence en permanence. Ça, c'est un gain, un petit gain. Un petit gain, ça va mettre fin. Ça veut dire que le gars de la Zamboni ne sera plus en danger d'aller jouer. Ça va mettre fin à des situations folkloriques. C'est ça. C'est une perte pour les gars de Zamboni, qui n'étaient pas représentés. Participation aux Olympiques en 2030, assurée. Quoique ça, on n'a pas encore d'entente. On n'a pas la confirmation. Non, c'est pas encore. Ça fait 1 an et demi qu'ils nous disent que c'est réglé, mais c'est toujours pas signé. C'est toujours pas signé. Abolition des tests physiques au camp d'entraînement et pendant la saison. Ça, je trouve ça très, très particulier. Dans les semaines de congé, on renvoyait des jeunes joueurs qui n'avaient pas besoin d'être soumis au ballottage. Quand arrivait la semaine de congé durant la saison, la pause, on renvoyait des gars dans la Ligue américaine. Maintenant, si un gars a joué 15 matchs sur 20 dans les 20 derniers avec l'équipe, il va être en vacances, il va être en congé comme les autres. Il y a beaucoup des petites choses comme ça, de santé, sécurité. Des petits bonbons de santé et sécurité. La durée des contrats. Les joueurs concédaient fictivement à la Ligue américaine pour rogner des dollars pour économiser sur le plafond salarial. Il y avait des communiqués qui étaient émis. Là, tel joueur a été renvoyé dans la Ligue américaine aujourd'hui, mais le gars ne s'était jamais rendu au club école. Il était resté avec l'équipe de la Ligue nationale. C'était juste sur papier que ça se faisait. Ça va être interdit maintenant. Ça, c'était une pratique abusive. Il y a des jeunes joueurs qui perdaient beaucoup de revenus avec ça, qui passaient tous les jours du salaire de la Ligue nationale au salaire de la Ligue américaine. Plus de salaires différés. Les salaires différés. Ça avait du potentiel. Vont être abolis. Alors, c'est ce genre de choses-là. Et la durée des contrats. La durée des contrats, oui. Qui passe de 8 ans à 7 ans. Qui est une autre concession. 7 à 6 pour les joueurs autonomes. Qui est une autre concession. Ça, c'est une autre concession majeure, quand même. Alors, c'est ça. C'est vraiment content. Non, mais je pense que les joueurs ont la représentation qu'ils méritent. C'est probablement l'association de joueurs qui est la moins militante dans les grands sports nord-américains. Puis ils revendiquent rien. Puis ils veulent avoir la paix. C'est ça. La paix syndicale. Et c'est le commentaire que j'ai le plus vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la part des gars qui étaient à Los Angeles et tout ça, là, les confrères, qui disaient « Ah, la paix est assurée pour 4 ans de plus, pour 5 ans. » Pour 5 ans, en fait, parce qu'il reste une année à la présente convention collective. Mais c'est ça, écoute, c'est sûr que tu vas avoir la paix si tu ne revendiques jamais rien, là, puis que tu fais des concessions tout le temps. La paix va être éternelle dans ce temps-là. C'est ça, dans vos vies familiales et autres interactions, c'est un conseil. Oui, il y a des moments où ça peut être intelligent d'appliquer ça dans ta vie personnelle. Dans ta vie professionnelle, c'est autre chose. Bon, ben c'est assez. Il est quelle heure à Los Angeles, Marc-Antoine? Il est 22h46. Aïe, le rêve. Je pense à aller souper. Le rêve, c'est un rêve. Ça fait pitié. As-tu fini ton topo radio? Ouais. T'es rendu une machine. On va écouter ça. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. C'est bien. À tellement manquer. Chaque chose en son temps. Il faut avoir des priorités dans la vie. Exactement. Ben, Marc-Antoine Godin, merci, mon vieux. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir, les gars. Puis j'ai hâte de vous retrouver en vrai. De parler de vive voix, hein, c'est ça. En présent. Oui, nous autres aussi, on a hâte. Je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey, et dans ce cas-ci, c'est encore plus vrai. Alexandre Gascon est notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Hein?
Comme si... je fais comme si je me répétais pas. Marc-Antoine était plus affecté au théâtre ce soir. Marc-Antoine est affecté à l'art et spectacle. Moi, à l'ennui mortel, dans une salle de conférence vide, c'était passionnant. Merci beaucoup, Alex. Et Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Je vous aime, messieurs. Bonne fin de soirée. Yes. Un gros merci à Jacques-Alexis et à Souli en régie. Merci infiniment, les gars. Vous êtes des vrais guerriers. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon week-end. On est samedi. C'est rare qu'on ait publié le samedi. Alors, profitons-en. Et on se retrouve pour une petite dernière cette semaine. Allez. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.